Patricia Brié-Coutel a dit 2008 est l'année du pouvoir d'achat. Alors, je vais rectifier. Pour 60 millions de consommateurs, c'était 2004, et je peux même remonter à 2001, juste avant le passage à l'euro, puisque nous avons, juste avant le passage à l'euro 2002, en septembre, c'est un mois important en septembre 2001, pas seulement parce qu'il y a eu le 11, mais parce que nous avons dénoncé, juste avant le 11 septembre, les europrofiteurs en publiant notre première liste noire des prix qui flambent. Et ça a beaucoup contribué à, d'abord, quand on a dit, attention, avec le passage à l'euro, il y a les europrofiteurs, ceux qui, producteurs, distributeurs, qui se renvoient la balle et qui augmentent les prix juste avant le gel des prix parce qu'ils avaient décidé de geler les prix pendant 3 mois. Vous vous souvenez, avant le passage à l'euro, nous avions dénoncé ça. À l'époque, on a dit, ça rappelle aussi les réactions qui ont eu lieu au mois de fin février, quand nous avons aussi publié une autre liste noire des prix qui flambent. On nous a dit, mais non, c'est pas vrai, vous avez la berlue. On a bien vu qu'effectivement, les prix avaient augmenté au moment du passage à l'euro. 2004, en septembre 2004, nous avons commencé notre travail sur le pouvoir d'achat, et je dirais que 60 millions de consommateurs a été un petit peu à l'origine. Et si je voulais être tout à fait honnête, je dirais que c'est Michel-Édouard Leclerc qui a été à l'origine, en février 2004, du débat sur le pouvoir d'achat. C'est à ce moment-là qu'avec le BIP, il a commencé à introduire cette notion de dépenses contraintes. Et c'est en voyant ce qu'il a fait qu'on s'est dit, nous, mais c'est pas possible, nous, consommateurs, on va quand même pas laisser un distributeur se mêler de notre pouvoir d'achat. Il n'y a pas de raison, c'est pas possible. Il faut que nous essayions de comprendre pourquoi il y a une telle distorsion entre ce que disent les indices officiels et le ressenti des consommateurs, ce que ressentent les consommateurs. Et c'est comme ça qu'à partir de septembre 2004, nous avons régulièrement, tous les septembres, d'ailleurs tous les mois de septembre, publié notre travail sur le pouvoir d'achat. Et on a réussi à comprendre que les consommateurs, et donc mythe ou réalité, eh bien malheureusement, réalité. Mais en même temps, nous avons toujours dit, attention, dans la notion de pouvoir d'achat, ça n'a pas du tout été évoqué ici, mais il faut quand même le dire. Il y a 2 composantes, bien sûr, pour simplifier, vous le savez mieux que personne. Il y a ce qui sort, et nous, du porte-monnaie. Et nous, bien sûr, 60 millions de consommateurs, nous étions légitimes, et nous sommes toujours légitimes pour regarder ce qui sort. Et il y a ce qui rentre. Donc, et toute la notion, la problématique des revenus, manifestement, dans le sentiment réel qu'ont les consommateurs que leur pouvoir d'achat baisse, eh bien, ce qui rentre dans le porte-monnaie ne suffit plus à combler ce qui sort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le Radin, vous disiez 2008, un grand magazine, 60 millions de consommateurs publie. Non, le guide du nouveau Radin, c'est 2006 que nous avons aussi lancé la mode du Radin, puisque cette année, vous savez, nos confrères mettent un peu plus, ont un certain retard sur nous, voilà, et donc cette année, ils sont tous rués là-dessus. Non, nous, cette année, ce que nous avons dit, c'est Radin est fier de l'être. Voilà, en 2008, non seulement nous sommes nouveaux Radin toujours, mais nous sommes fiers de l'être. C'est tout simplement parce que, vu tous les prix qui augmentent et nos revenus, alors ça, nous ne le disons pas, nous ne l'écrivons pas dans notre journal parce que nous ne sommes pas tout à fait légitimes pour le dire, mais on peut le dire là, on est entre nous, avec tout ce qui augmente et nos revenus qui n'augmentent pas tellement, en tout cas ceux des consommateurs, eh bien, évidemment, il faut que nous soyons plus que jamais, au fond, il faut que nous fassions notre boulot de consommateur, parce que là, on parle des consommateurs, mais il faudrait peut-être qu'on se demande, c'est quoi les consommateurs? Donc, notre boulot de consommateur, ben, ça consiste quand même à faire attention et à être des consommateurs avisés, donc économes. Et c'est pour ça que nous sommes fiers de l'être. Vous dites sur les prix, je continue, le décalage, nous avons aussi, on ne va pas revenir sur la problématique, mais je pense qu'elle est extrêmement importante, parce que nous, de notre travail sur pourquoi il y a une distorsion entre ce que disent les indices et ce que ressentent les consommateurs, très naturellement,
parce que on s'est posé la question, mais finalement, à quoi ça sert les indices, hein, les indices officiels? Mais pas du tout pour dire le syndrome, vous savez, on nous cache tout. Non, c'est une question réelle. Je trouve important que les citoyens consommateurs se mêlent de ce qui les regarde. Ça veut dire, est-ce que à quoi servent des indices, des indicateurs officiels? Et c'est comme ça que je trouve qu'on a, même si l'INSEE nous en veut pas mal à 60 millions de consommateurs, et que dans le dernier, je vais vous avouer même une petite anecdote, c'est-à-dire que le nouveau conseil d'administration de l'INC, vous savez que l'INC, Institut national de la consommation, est une entreprise publique, et dans son conseil d'administration, il y a des personnalités qualifiées qui sont nommées par la tutelle, qui est le ministère de l'économie, et donc dans notre nouveau conseil d'administration, nous avons un représentant de l'INSEE pour nous surveiller maintenant de près. Et donc, la semaine dernière, nous avions un conseil d'administration auquel j'ai assisté, et ce monsieur de l'INSEE nous a dit, est venu me voir en me disant, écoutez, c'est quand même pas très gentil ce que vous faites pour nous. C'est plus, vous avez tous les droits, mais sauf celui de nous attaquer en gros. C'est pour dire, mais nous avons fait progresser l'INSEE dans sa communication et dans sa transparence. C'est comme ça que nous avons pu apprendre, d'une part, comment finalement était, grosso modo, comment était calculé l'indice des prix à la consommation. C'est comme ça que nous avons pu apprendre que les dépenses de logement, enfin vous saviez sûrement tout ça, mais nous ne sommes pas des économistes. Donc nous ne savions pas que, par exemple, dans l'indice des prix à la consommation, on n'intègre pas les dépenses de logement. Certes, on intègre les loyers, mais en les sous-estimant quand même considérablement ces dernières années, mais on n'intègre pas l'acquisition de logements neufs, parce que c'est un investissement, ce n'est pas considéré comme de la consommation. Alors nous, tout bêtement, on s'est dit, mais est-ce que ça c'est un dogme? Est-ce que ça peut pas être discuté? Et comme on est assez impertinent, nous les avons intégrés, les dépenses d'acquisition de logement. Tout dans nos calculs, nous avons essayé de regarder comment les dépenses des consommateurs, la hausse dans les dépenses, quel est l'impact sur le pouvoir d'achat. Et on a intégré les dépenses d'acquisition de logement, c'est-à-dire le remboursement des crédits immobiliers. Et c'est comme ça qu'on a compris que les consommateurs n'avaient pas la berlue, en dehors du fait qu'on a aussi calculé un pouvoir d'achat par ménage. Accessoirement, maintenant, l'INSEE publie aussi un pouvoir d'achat par ménage. On a fait progresser l'INSEE aussi, puisque, alors l'INSEE ne parle pas de dépenses contraintes, mais de dépenses préengagées, je crois. Bon, tout ça pour dire qu'il y a derrière ça des débats qui sont des débats éminemment intéressants. Je continue la discussion sur les prix. Vous disiez la perception des prix, Patricia, oui, mais... pourquoi finalement, le rôle du consommateur, c'est quand même de regarder les prix. Je dirais même, c'est de regarder le rapport qualité-prix, quand il peut le faire. Parce que, la qualité des produits alimentaires, par exemple. Tiens, vous savez, vous, ce que c'est, sauf si vous voyez un label, et encore faut-il que ce soit un vrai label, et que vous ayez confiance, mais comment vous déterminez la qualité? Bon, donc... déjà rapport qualité-prix, ça c'est le vrai boulot du consommateur, mais même les prix, encore faut-il qu'on lui laisse faire son travail. Or, le rôle du marketing toutes ces dernières années, ça a été justement de brouiller la notion de prix pour empêcher le consommateur de faire son travail. Bon, je pense que les gens de marketing, ils vont avoir à faire leur révolution, je crois qu'ils sont peut-être en train de la faire, j'espère pour eux d'ailleurs, de revenir peut-être à autre chose, à leur rôle initial, pour laisser les consommateurs faire leur travail aussi, parce que sinon, on voit ce que ça donne. Je continue sur les stratégies. Vous parliez de la stratégie des consommateurs qui consiste à regarder les prix au litre et au kilo. Et encore heureux, quand même. On a bataillé, en particulier chez nous, il y a plus de 20 ans, et c'est une vraie avance parce que même les Américains, ils n'ont pas ça. C'est le pays des consommateurs, soi-disant. Mais ils n'ont même pas un affichage du prix au litre et au kilo. On se demande ce qu'ils attendent pour le mettre en place aux États-Unis, le prix au litre et au kilo. Heureusement que nous avons ça pour pouvoir comparer un peu les prix, de regarder les prix au litre et au kilo. L'enjeu des enseignes, restaurer la confiance.
ils vont avoir quelques problèmes. Je continue avec